On a le plaisir de recevoir Julie Zenati. Merci d'être avec nous. Auteure, compositrice, interprète, votre 9e album. C'est le 9e, hein, déjà 8, je crois. 8 Bon, allez, alors le 8e. Vient de sortir avec un titre très printanier. Ça tombe bien, on a hâte que le printemps revienne. Ça s'appelle « Refaire danser les fleurs ». Refaire danser les fleurs, je viens, pour moi quelques heures, se faire du bien, comme un boomerang au paradis, j'aime les paillettes en pédalo, nage un peu dans les souvenirs d'autres océans. Et spontanément, nous voilà en train de virevolter gentiment, de s'imaginer dans un champ de fleurs. C'est génial. C'est très... Alors, Gérard, vous l'avez écouté évidemment l'album. Vous me disiez, oh, il y a du France Gall, il y a du Michel Berger. Évidemment. Évidemment. Assumé. Ah, complètement assumé, oui, complètement. Je me suis lovée vraiment dans la musique de mes parents, de ce que j'entendais quand j'étais petite. Finalement, ce qui a fait mon oreille musicale, ce qui m'a donné aussi envie de chanter. Et quand j'ai commencé à écrire cet album, j'avais une envie et un besoin d'être rassurée. Et en fait, naturellement, je me suis dirigée vers ce type d'harmonie, vers ce type de balancement. Pourquoi ça vous rassure ? Je pense que ça me rassure parce que c'est une musique que j'entendais quand j'étais petite. C'est doudou, quoi. C'est vraiment doudou. Et moi, j'ai envie d'être un peu la couverture sur le canapé des gens, quoi. C'est un peu mon envie. La couverture sur le canapé des gens, c'est joli ça comme image. C'est pas que doudou, parce que quand on écoute ce genre de musique, ça groove, ça balance pas mal à Paris. Mais doudou, ça veut pas dire facile. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est techniquement et musicalement de la très haute voltige, parce que c'est super bien. C'est super bien. Il n'y a pas de vocodeur, il n'y a pas de slam pourri, il n'y a pas d'effet, je veux dire, c'est hyper bien. Alors, c'est d'autant mieux que vous avez tout fait toute seule. Vous composez, vous écrivez, vous produisez aussi. Oui, je suis productrice. Ah, c'est génial. Vous êtes productrice. Je suis productrice, j'ai même du mal à le dire. Ouais. Après 20 ans de maison de disques, vous êtes émancipée. Je me suis émancipée. Enfin oui, c'est surtout que j'avais envie de pouvoir aller là où j'avais envie d'aller et parfois, et surtout dans l'industrie dans laquelle j'ai grandi, qui m'a fait grandir et grâce à laquelle j'existe, attention, il y a des codes et des règles avec lesquelles, en tout cas aujourd'hui, j'étais plus forcément en adéquation et j'avais envie de créer avant de communiquer. Et c'est un petit peu ce qui parfois peut être compliqué quand on est dans une grosse machine. C'est-à-dire qu'il vaut mieux communiquer avant de... Oui, c'est dans le sens inverse d'habitude. Oui, c'est à l'inverse de Deleuze, quoi. Mais c'est les travers de l'époque, d'ailleurs. Oui. L'époque n'est plus que communication. Que communication. Il y a des boîtes où vous voyez les gens, ils n'ont pas de métier, ils font que communiquer sur le métier qu'ils devraient avoir. C'est vrai. C'est assez curieux. Oui, Mais moi, je voudrais revenir à France Gall et Michel Berger. C'est quoi, en fait, quand on dit « j'assume la patte ou l'influence de France Gall et Michel Berger », qu'est-ce que c'est leur recette à ces deux-là ? Ah, ça, je ne sais pas. Ah bah, si, quand même. En tout cas, moi, je me suis inspirée de texture, d'harmonie aussi beaucoup. Berger avait cette façon de composer, de passer du mineur au majeur, du majeur au mineur, ce qui ne se fait pas de façon très naturelle aujourd'hui dans la pop parce que c'est moins easy listening. Et on change en fait de mood et d'émotion en passant du mineur au majeur. Et lui, il adorait jouer de ça dans ses chansons. Et c'est ça qui vous plaisait. Et oui, enfin, moi, en tout cas, c'est toujours ça qui m'a touchée. À chaque fois, j'étais rattrapée au bout de quelques secondes par une autre émotion. C'était pas juste une émotion linéaire dont on tirait le fil. Quand on commençait, on savait où est-ce que ça allait. Non, avec Berger, à chaque fois, il y a un petit pont un peu étonnant, tout d'un coup un instrument qui rentre, une rythmique qui se casse pour aller ailleurs. Et moi, c'est comme ça que j'ai essayé de construire. J'ai écouté votre album précédent et celui-ci, et j'ai une impression, mais moi je suis niais, je connais rien au métier, j'ai l'impression que vous avez changé de voix ou c'est les arrangements ? Parce que j'ai l'impression... L'album méditerranéen ou blanc ? Blanc. Alors, non, alors j'ai pas tant changé.
Ah ouais, j'avais C'est l'impression... dans la façon peut-être de poser les votre mots. voix, les mots. Et rythmiquement, en fait, c'est complètement différent. C'est-à-dire que Berger, il y a vraiment ce balancement. Berger, il veut pas nous faire danser, il veut nous faire balancer. Enfin, moi, c'est comme ça que je perçois. C'est une musique qui est en perpétuel mouvement. La pop, entre guillemets, plus d'aujourd'hui, elle essaie ou de nous faire danser, ou alors elle nous fige un petit peu parce qu'elle a une émotion qui parfois peut être un peu intrusive ou un peu qui peut vous prendre un peu en otage aussi. Parfois, j'en ai fait des chansons comme ça. Et c'est vrai que c'est peut-être plus la couleur de mon album précédent. Donc du coup, ma voix se place pas du tout au même endroit. C'est ça, ouais. Mais il y a une diction quand même. Ce qui est assez intéressant, c'est que c'est pas une imitation. Mais que c'est une diction. C'est-à-dire que le phrasé, on retrouve un phrasé soit de Véronique Sanson, soit de France Gall, soit de Michel Berger, pour accompagner la musique. Et c'est très, très agréable parce qu'on se dit, les fantômes sont là. Mais et c'est bien. Vous êtes lovée assez naturellement parce que c'est des voix que vous avez entendues depuis toute petite. C'est ce que... La première artiste, moi, que j'ai entendue chez mes parents, c'est France Gall. Et que j'ai découverte en concert aussi, parce que je crois que je suis allée quand elle était au Zénith en 88, donc j'étais toute petite, et c'est le premier concert que je vois, et c'est cette toute petite femme blonde avec le poing serré qui tient derrière elle 7 ou 8 musiciens, tous des Américains, parce que Berger travaillait vachement avec des musiciens américains pour avoir justement cette espèce de groove très inspiré en fait, Stevie Wonder et tout ça, finalement, quand on se plonge vraiment dans sa musique. Et en fait, j'ai été impressionnée par la façon dont elle tenait et le public et les musiciens sur scène. Et c'est une artiste qui m'a toujours beaucoup émue, et je ne l'ai jamais rencontrée. Est-ce que vous faites un peu comme elle, la bouche comme ça, et elle faisait comme ça? Non, la bouche en cul de poule, non, vous ne faites pas ça. Pas. Non. Moi, j'ai le petit point, mais j'ai surtout le petit doigt inquisiteur. Moi. Ah oui, c'est vrai, vous avez tendance comme ça à faire... Alors, votre voix est quand même très particulière parce qu'elle peut couvrir 4 octaves. C'est très, très rare. Je crois qu'il y a peu de chanteurs qui peuvent le faire. Alors, je regardais bêtement sur Internet. Il y a James Brown, il y a Marvin Gaye, par exemple. Ouais, ça vous donne une idée de la capacité de votre voix. Est-ce qu'elle est difficile à apprivoiser, cette voix ? Comme vous le disiez précédemment, vous me demandez si j'ai pas changé de voix entre mon album blanc et puis cet album-là, et puis si on n'écoute plus de diva, où je me suis plutôt amusée à aller vers ma voix de fausset et ma voix plus lyrique, en fait. Voilà, la seule petite difficulté, c'est que parfois on pourrait penser que je manque de personnalité ou que je suis une chanteuse de karaoké. Voilà, mais... On vous l'a reproché, ça c'est ce qu'on reproche aux chanteuses à voix, c'est comme ça qu'on les appelle en France. Oui. Quand on crie pas, on imite. Oui, mais enfin, il y a quand même très peu de chanteuses qui ont ces 4 octaves, qui ont cette voix-là, qui composent, qui interprètent et qui écrivent leurs chansons. C'est quand même très, très rare. Mais moi, je ne sais pas forcément. C'est vrai qu'on ne sait pas, par exemple, si je m'en sors, c'est moi qui l'ai écrite. Non, mais l'album, on l'a écouté. Il y a une chanson est un tube. Donc il faut quand même un tube sur 2 dans l'album. Il y a un tube sur 2. Quand vous chantez, c'est Run to Born, c'est ça, ou comme cette chanson que j'adore, anglaise, vous faites pas du karaoké, la chanson? Non, quelle chanson? Celle que j'écoutais tout à l'heure. Enfin, Run to You. Oui, mais c'est pas du karaoké. Enfin, j'adorerais que vous fassiez un... I wanna run to you. Bref. Bravo Gérard. Alors, grâce à vous, on a eu un magnifique album. Mais c'est votre première idole. Ça vous a jamais l'idée de faire les standards américains, faire un album de standards américains comme ça? J'oserais pas me frotter à ça. Mais vous êtes Barbara Streisand, tout ça, c'est. Pourquoi vous faites pas des reprises comme ça? Et d'une modestie. Ah ouais. Ça c'est bien ça. Non, mais c'est aussi la peur d'être jugé aussi, attention. Ça fait 20 ans que vous êtes jugé, exposé. C'est vrai, ça fait longtemps. Je voudrais qu'on voit une image de Whitney Houston. Je crois que c'est votre toute première idole. C'est ma première voix qui m'appartient. C'est-à-dire que je n'entends pas chez moi, mais que j'entends à la radio et tout d'un coup que je m'approprie. Oui, c'est Whitney Houston. Elle est là, Whitney Houston. Comment est-ce que vous expliquez qu'en France, on ait parfois du mal avec ce qu'on évoquait tout à l'heure, les chanteuses à voix? Pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à vous montrer telle que vous êtes, auteure, compositrice, interprète, ce qu'on dit depuis tout à l'heure, et ce qui n'infuse pas forcément toujours auprès du grand public, même si évidemment vous avez une grande communauté de fans, mais vous pourriez aller encore plus loin auprès du public?
Alors pourquoi Je me suis beaucoup posé cette question et j'ai essayé à chaque fois de contourner, de détourner. C'est vrai que l'image de la chanteuse à voix, telle en tout cas qu'elle est vue par le média, je pense que plus que par le public, parce que finalement le public est beaucoup moins snob que le média en fait. Des chanteuses à voix, on en a dans le patrimoine quand même. On en a et elles chantent bien. Piaf, oui, mais plus récemment, mais quand vous chantez Si je m'en sors. Ouais. Il y a le côté chanteuse à voix aussi. Alors, évidemment. évidemment. Et c'est un très beau mixte. En fait. On va l'écouter justement, Si je m'en sors. Écoutons de la musique. J'adore cette chanson. Si je m'en sors, sans bleu encore, être normal pour être bien, effacer quelques lignes de ma main. Et si je m'en sors, je veux encore sentir la chaleur de ce beau matin, ensemble alliés contre un drôle de destin. Et si je m'en sors un peu plus forte, être normal. Vous avez un pouvoir phénoménal avec cette voix. Ouais. Est-ce que vous en êtes rendu compte? J'ai commencé à me dire que je pouvais, entre guillemets, me servir de ma voix comme d'un truc qui peut faire du bien le jour où quelqu'un m'a dit que j'étais née pour donner du bonheur. Et j'étais toute petite. Et à partir de ce moment-là, enfin, je n'étais pas si petite que ça, je n'envisageais pas... Pour moi, chanter, c'était un plaisir, un truc qu'on partageait à la maison, parce que mon père joue du piano, tout ça. Mais c'était pas un métier. Alors, ça, pas du tout, pas une seconde. Et le jour où on m'a dit ça, j'ai commencé à me dire que peut-être, ça pouvait... devenir mon quotidien, finalement, de chanter. Parce que ça a commencé totalement par hasard dans un karaoké, justement, un karaoké de club de vacances. Vous aviez 13 ans. Grâce à Whitney Houston, Voilà. Ah oui, c'était en chantant Whitney Houston. En chantant The Greatest Love of All de Whitney Houston. Et c'est là que vous êtes repéré par quelqu'un qui veut vous faire un disque avec Lenny Kravitz. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai redécouvert ça. Ouais. C'est incroyable, à 13 ans, on vient vous chercher. Deux chansons, vous faites? Oui, on enregistre 2 titres. Et c'est rigolo parce que je pars avec ma mère à Londres. George Michael lui fait un café. C'est pas une blague. George Michael fait Enfin, à ma mère, parce que moi, je ne buvais pas de café. Et en fait, moi, je ne sais pas trop qui c'est, ce monsieur, parce que moi, à part Whitney Houston et puis France Gall dans ma vie, et un peu Starmania, parce que ma sœur écoutait beaucoup Starmania, il n'y avait pas grand-chose. Mais qu'est-ce qu'il faisait là, George Michael, parce qu'il enregistrait en fait, dans le studio d'à côté, puis ma mère galérait avec la machine à café, puis du coup, il dit... et à ce moment-là, McCartney est arrivé avec à 13 ans, un fish and chips. Et puis Bob Marley aussi. Ouais, d'accord. Non, mais on va déjà se cantonner à George Michael et à Lenny Kravitz. Voilà, et voilà, j'enregistre ces 2 chansons et c'est super. Et en fait, non, c'est pas si super parce que quand j'arrive à Paris et que du coup, toutes les semaines, je dois aller dans ma grande maison de disques, là, on me demande tout le temps ce que j'ai envie de faire, à quoi j'ai envie de ressembler, etc. Et moi, j'ai 13 ans. Et à 13 ans, on n'est pas fini. La seule chose, moi, qui m'intéressait, c'était que le plus joli garçon de la classe me regarde. Et ça m'embêtait beaucoup de devoir quitter l'école à 17h le jeudi, plutôt que justement de rester ensuite à l'étude, quoi, pour pouvoir un peu, voilà. Donc, une préoccupation d'adolescence. C'était déjà Parcoursup, quoi. Voilà, c'était déjà pénible comme Parcoursup. C'était déjà compliqué, quoi. Donc on a rompu le contrat avec cette première maison de disques. Et donc ce single qui arrive chez moi, après on m'explique que le single va repartir et puis qu'il va être pilonné, il va passer au pilon puisqu'il ne sortira pas. Donc on n'a pas de traces de ces chansons? On a, je crois que mes parents en ont 2 et voilà. Avec Lenny Kravitz, parce qu'il chantait avec vous. Ah non, c'est des chansons de Lenny Kravitz. Ouais, 2. Et donc vous les écoutez de temps en temps? Non, pas du tout. Non. Jamais vous les avez exhumés, ressortis? Non, jamais. Mais c'est très bien comme ça, parce que aujourd'hui, c'est comme un faux départ, quoi. Ouais. Oui, et puis même, je disais toujours à mes parents, j'ai pas envie d'être une bête de foire. Parce que je me rendais compte, c'était une époque où il y avait déjà quelques jeunes chanteuses. Et on mettait vachement en avant le fait que ça soit des petits modèles avec des grosses voix. Et moi, je disais à mes parents, je veux pas qu'on me lance des cacahuètes, en fait. J'ai rien à dire, j'ai 13 ans, je sais pas ce que je veux dire. Je veux que ça s'arrête, en fait. Et voilà. Et finalement, Luc Plamondon, que vous avez rencontré un peu
peu plus tard, est arrivé à point nommé en vous offrant ce rôle de Fleur de Lys dans Notre-Dame de Paris. Et là, c'est le vrai début de l'aventure. C'est peut-être aussi la boucle qui est bouclée avec Starmania. C'est fou, hein. C'est-à-dire que j'écoutais ça chez moi, que voilà, tous ces artistes-là, toute cette époque-là a baigné dans mes oreilles et a fait mon enfance, quoi. Et puis tout d'un coup, je rencontre Plamondon et il m'offre le rôle de Fleur de Lys, Voilà. Et Fleur de Lys, ça est... Alors, de Fleur de Lys à refaire danser les fleurs. J'y avais pas pensé. Hein. Et votre chemisier, mais que se passe-t-il avec les fleurs? Je ne sais pas. Et pourtant, sachez que je n'aime pas les fleurs. Ah bon? Non, je n'aime pas avoir des fleurs. Excusez-moi, mais ce sont des palmiers sur le chemisier. Oui, moi je suis plutôt... non, mais je préférais qu'on soit rigoureux. Alors, puisqu'on va rester... mais ça reste estival. On va rester dans la couleur, on va regarder un des clips de l'album qui s'appelle « Tout est plus pop ». Un petit cours d'aérobic, les transistors, vous êtes bien amusés à revisiter le temps, les époques? Oui, on a beaucoup ri pour faire ce clip. C'est un clip qui a été difficile à tourner parce que c'est un faux plan séquence. Mais on a beaucoup ri. On s'est beaucoup déguisé. Ouais. Mais c'est vous qui donnez l'idée, qui donnez les costumes, qui donnez tout? Et ça, c'est que mes potes aussi. D'accord. Parce que c'est une histoire de famille. Hein. C'est vraiment du fait. Alors, une histoire de famille, vous ne croyez pas si bien dire, parce que vous nous emmenez un petit peu, même s'il y a beaucoup d'autodérision, dans votre intimité aussi, avec votre mari. Regardez. L'amour en fout 3 jours et s'en va. Au 4e, c'était encore dans le coin. Alors on pourra se dire qu'on vaut plus que ça. Il sera paisible pour notre quotidien. Il joue bien le jeu, hein, Benjamin Bellecourt, votre mari qui est aussi acteur, producteur. Vous l'avez enrôlé comme ça de force ou il s'est dit non, spontanément il a dit oui? Il a dit oui très spontanément, mais il sait à quel point aussi je travaille. Et pour le bien et la paix de notre ménage, il fallait bien qu'il me rende service. Alors, ce qui est amusant dans la chanson, c'est qu'il y a une petite moquerie, en tout cas, il y a pas mal d'ironie sur la vie de couple, la longévité du couple. Ça fait très longtemps, finalement, que vous êtes ensemble. En plus, vous êtes connus tout jeune, je crois, au lycée. On s'est connus au lycée, ça fait... notre fille a 10 ans. Donc voilà, ça fait 11 ans qu'on est ensemble. C'est encore un couple jeune, je veux dire. Mais vous évoquez la routine du couple, etc. Est-ce que c'est un sujet qui vous travaille, qui vous inquiète ou... Bien sûr, quand je vois autour de moi, parce que je suis au moment où on a fait des enfants, et puis maintenant, là, je vois autour de moi des séparations, tout ça, machin, je me dis, ça peut nous arriver aussi. Et c'est comme ça que le thème du quotidien, évidemment, est arrivé. Mais j'ai de la chance d'avoir, au-delà d'un amoureux, c'est d'avoir un ami. Et ça, je pense que quand on a compris qu'on peut ne pas s'aimer en même temps, pas de la même façon, finalement, on peut peut-être se dire que c'est pour la vie, quoi. Au tout début, vous incarniez des personnages et au fur et à mesure, plus votre carrière avance et plus on a le sentiment que vous vous dévoilez, que vous montrez des pans de votre vie, les clips avec des amis, les clips avec votre mari. Finalement, vous n'avez plus envie de cacher. Oui, j'ai commencé, j'avais 16 ans. Hein. Donc à 16 ans, on ne sait pas trop qui on a envie d'être, on ne sait pas trop qui on est, on se cherche au travers des personnalités qu'on aime, au travers des gens qui nous font rêver. Et puis donc il y a tout un moment où on met plein de costumes et en même temps, moi, il a fallu aussi que je les enlève face aux gens parce que en fait, j'ai continué régulièrement à sortir des disques, à faire des tournées et tout ça. Et donc, il y a eu des petits moments un peu plus flous que d'autres. C'est vrai qu'aujourd'hui, en étant productrice etc., là où je me sens le plus à l'aise, c'est dans la sincérité et quelque part aussi dans l'honnêteté. Moi, je fais ça parce que j'aime ça et parce qu'il me semble que j'ai encore des trucs à dire. Mais c'est ça, voilà. C'est ça qu'on entend parce qu'il n'y a pas de storytelling dans votre promo. Non. Il n'y a pas de storytelling dans votre histoire. Vous racontez les faux plats, les ascensions, les descentes, ce qui m'étonne, les c'est liens le avec recul, la maison de disques. Ne m'interromps pas, s'il vous plaît. Vous avez un recul incroyable. Et c'est incroyable. Non, mais Vous avez dit qu'ils étaient redoutables. Il me coupe la parole. Il n'y a pas de raison.
je suis plus âgé, donc c'est pas, tout. Je suis pas un livre. Non, mais tu fais pas ce que tu veux de moi. Mais si, quand même. Alors, incroyable. Gérard, mais intervenez aussi. dites quelque chose. Mais je trouve qu'elle a un recul incroyable. Dès 13 ans, elle se dit bah non, je préfère aller rester au collège. Et puis ça vient, c'est de famille. Enfin, c'est vos parents qui vous ont. Je pense que c'est une question d'éducation. Et puis il y a aussi un truc un petit peu de. Je crois qu'on est assez terre à terre dans la famille. Alors on rêve, mais on rêve de façon très discrète et surtout on dit pas trop ce dont on a envie par peur peut-être de se mettre l'œil. Il y a aussi un truc d'origine. Je pense qu'on reste discret. Mais justement, est-ce que c'est pas ça qu'il faut dépasser un peu quand même ? Pour arriver et puis dire c'est moi que voilà le truc. Parce que vous nous donnez en même temps. Je m'excuse beaucoup, c'est sûr. Vous nous donnez en même temps le disque et en même temps les coulisses et toute l'angoisse qui va avec, la peur de décevoir, la peur de. Alors que vous avez une voix qui vaut largement les 25 chanteurs qu'on entend le plus à la radio. Et c'est vrai qu'il y a une simplicité assez déconcertante, mais c'est très frais. Moi, je trouve ça super. Après, j'ai l'âge que j'ai. Je suis pas sûre qu'aujourd'hui j'arriverai à contourner ça. Moi, je continue à faire de la musique parce que j'aime ça et c'est mon moyen d'expression. Et parce que j'ai le sentiment qu'il y a encore un endroit où ça fait plaisir aux gens, où on aime entendre, où on aime écouter. Après... tout ça est arrivé de manière un peu magique et ça peut repartir de manière magique. Donc il y a aussi ce truc de se dire, bah voilà, tu prends, tu profites, mais t'habitues pas trop. Au-delà de la trouille de décevoir ou de pas faire le truc, alors que l'album est fantastique, hein, enfin vraiment, la vraie trouille, est-ce que c'est pas la scène qui n'arrive pas, qui ne vient pas ? Parce que vous êtes une chanteuse de scène. Oui. Et le fait de ne pas pouvoir défendre cet album sur scène, ça doit être un arrache-cœur. La Cigale... 20 juin maintenant. D'accord. Oh, c'est possible. Ouais, il y a le Trianon qui sera dans un an, c'est ça ? 6 février 2023. Non, 22. 22, oui, quand même. Oui. En 22, et on a recalé tout ce qui devait être début mars, du coup, sur octobre, novembre, décembre. C'est comme les mariages, en fait. Est-ce que vous travaillez votre voix tous les jours, quotidiennement, même s'il n'y a pas de spectacle en vue Non. Non, je chante peu. Ah ouais. Non, je chantonne. En fait, j'ai toujours considéré ma voix comme une autre personne. Donc, en fait, je la laisse vivre. Et puis, quand il est temps de chanter, je vois ce qu'elle peut me proposer. C'est un peu C'est intéressant de faire le distinguo entre vous et votre voix, alors qu'elle est partie. Oui, mais elle est c'est horrible de parler de ma voix comme si elle n'était pas là. Oui. Oui, en fait. Ma voix m'a conduite à vivre des choses extraordinaires qui, a priori, ne font pas trop partie ni de ma personnalité, ni de... Je ne sais même pas si j'ai rêvé d'être chanteuse, en fait, en vrai. Ma voix était plus... Plus forte que vous ? Oui, l'écho, en tout cas, de ma voix a été plus rapide que moi sur l'envie, quoi. Vous avez parlé d'un enfant qui a 10 ans. Vous chantez à votre enfant ou pas ? Ma fille, oui, qui a 10 ans, je lui chante des chansons. Mon fils, dès que je me mets à chanter, ce qu'il a 3 ans, chante plus fort que moi. Ah ouais. Donc lui, ça y est. Et ils ont des dons. Ils ont des dons. Ils ont une bonne musique. oreille. Ouais, ils ont une bonne oreille. Ils ont une bonne oreille. Alors, ils entendent beaucoup de musique à la maison. Ma fille joue du piano. Mon mari écoute aussi beaucoup de musique. Mes parents aussi. Donc, il y a toujours beaucoup de musique à la maison. Vous nous disiez tout à l'heure, mais les caméras tournaient pas, que vous aviez refusé 2 fois l'Eurovision. Oui. Et pourquoi donc ? Parce que, comme je dis, je ne suis pas un cheval de course, mais plutôt un cheval de trait. Moi, j'ai très... Vous avez une façon de vous décrire. Ouais. Non, l'image est drôle. Non, il ne faut pas voir ça drôle. comme évidemment. Ouais. Non, bien sûr. Non. Alors moi, ça m'angoisse. Le chiffre, le petit truc. Le toi, tu chantes bien, toi, tu chantes pas bien. Par exemple, moi, je trouve ça incroyable les gens qui arrivent à faire des émissions de télécrochet où ils jouent leur vie comme ça en 25 secondes. Moi, si j'avais dû faire ça, jouer en 25 secondes, j'aurais jamais eu le rôle de Fleur de Lys dans Notre-Dame. J'aurais jamais fait autant de disques. C'est fou de se dire. Voilà, là j'ai 1 minute 30 et c'est mon moment et c'est maintenant. Et alors ça me paralyse. Vous passez encore des auditions aujourd'hui ou pas ? Non. Et pourtant. Mais j'ai jamais en fait passé, même Notre-Dame, j'ai pas passé d'audition. J'y suis allée. La personne qui m'accompagnait à l'époque, Daniel Molko, qui était le bras droit de Jean-Louis Foulquier, m'emmène et me présente Luc Plamondon, mais comme une rencontre comme ça en fait. Elle me dit pas qu'il y a un spectacle qui se prépare. Elle me dit pas que il va y avoir Richard Cochian qui va se mettre à jouer du piano et on va me demander de fredonner. Tout se passe comme à la maison dans le salon. Pour pas vous effaroucher. Pour pas que je m'en aille.
Parce que les seules fois on m'a demandé de passer des castings pour du cinéma ou parce que c'est arrivé, je suis arrivée en bas du rendez-vous et je suis rentrée chez moi. Mais attendez, vous êtes en train de nous dire que vous avez peur d'être jugée, en fait. Bien sûr. Et c'est pour ça que je dis que ma voix m'a un peu dépassée, sinon j'aurais jamais choisi ce métier. Et heureusement que votre voix vous a dépassé et qu'elle est parvenue jusqu'à nous, parce que c'est quand même un cadeau. Ça, c'est vous qui vous le dites. Merci Philippe. Merci.